Bonjour à toutes et à tous. Maintenant que tous nos intervenants sont présents, je pense qu'on peut lancer ce webinaire. Dans un premier temps, je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou non le support de présentation. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Kessie Georgier, je suis chargée de mission auprès de l'association Ville et Territoire Occitanie, qui est un centre de ressources politiques de la ville. Nous organisons ce webinaire dans le cadre de l'animation régionale du Pacte des solidarités et en collaboration avec l'ADRETS Occitanie dans le cadre de la loi plein emploi. Donc, je vais laisser la parole à messieurs Éric Pélisson et Bastien Spinassous afin de pouvoir ouvrir ce webinaire. Petit élément que j'ai oublié de préciser, normalement, vos caméras et vos micros sont désactivés afin de ne pas interrompre le bon déroulement de ce webinaire. Je vous inviterai à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat, dans la conversation. Elles seront posées en fin de toutes les interventions pour garantir la fluidité, mais ne vous inquiétez pas, elles seront prises en compte. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite un très bon webinaire. Je prends la parole avant de la recéder de suite à Éric Pélisson. Je suis Yves Jarlan et je travaille à l'ADI en Occitanie. Alors effectivement, nous allons voir 4 séquences, si tu veux bien passer les 2 slides suivantes. 4 séquences pour vous présenter ce nouveau parcours du demandeur d'emploi dans le cadre de la loi plein emploi. Le cadre de la loi dans un premier temps, le nouveau parcours du demandeur d'emploi depuis janvier 2025. Sur la slide suivante, nous aborderons l'expérimentation de l'accompagnement rénové en Aveyron. Et enfin, nous aborderons la nouvelle offre de repérage et de remobilisation aux 2R. Cette visio s'inscrit dans le cadre des rendez-vous de l'emploi et des entreprises portés par France Travail, FAST 31 et l'ADI Occitanie qui animent le groupe thématique dans le cadre du Pacte des solidarités, groupe thématique du même nom, emploi et entreprise. D'autres rendez-vous seront proposés tout au long de l'année, mais on vous en dit plus en fin de visio. Merci à Ville et Territoire pour l'organisation à la fois technique, mais aussi le support pour cette visio. On est très nombreux, 200 participants déjà. Les questions peuvent être posées dans le chat que vous voyez matérialisé en haut et à gauche de votre écran s'il est configuré comme le mien au travers du petit bouton conversation. La règle du jeu, je la rappelle, avant de céder la parole à Éric Pélisson, des questions courtes pour des réponses courtes. Nous avons jusqu'à 12h30. Merci beaucoup. Éric, la parole est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Yves, bonjour Kessie et merci de votre ouverture. Je serai très bref. Donc vous me connaissez, je suis le commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région et donc j'ai en charge l'animation interministérielle et partenariale du Pacte des solidarités, politique publique de lutte contre la pauvreté qui a pris la suite depuis le 1er janvier 2024, donc depuis un an, de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2018-2023. Ce pacte des solidarités comprend 4 axes. Le premier axe est relatif à la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants et chez les jeunes. Le deuxième à l'insertion, et donc c'est un sujet important pour aujourd'hui. Le troisième à l'accès aux droits et le quatrième à la transition écologique solidaire. L'axe 2, donc relatif à l'insertion, a évidemment un lien très étroit avec la réforme France Travail, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Pour animer cette politique publique, outre les administrations de l'État, je suis assisté par une quatorzaine de groupes de travail, dont le groupe de travail autour de l'emploi et des entreprises, qui lui-même comprend un certain nombre de co-animateurs qui auront l'occasion de s'exprimer pour la plupart d'entre eux aujourd'hui, mais dans lesquels on retrouve effectivement France Travail, l'Association régionale des missions locales, l'ADI, plusieurs conseils départementaux, etc. Et à ce titre, il nous a semblé qu'il était important de diffuser un maximum d'informations aux parties prenantes dans le cadre de webinaires courts, des webinaires d'1 heure à 1h30, qui se déroulent tout au long de l'année. Et d'ailleurs, on est tout à fait à votre disposition si vous avez des propositions de webinaires qui à la fois présentent évidemment la politique publique, mais également présentent des exemples d'actions concrets qui se tiennent en Occitanie. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Bastien Espinassous, directeur régional adjoint de l'ADRETS.
Merci beaucoup Eric, bonjour à tous, merci, grand merci aux organisateurs de ce webinaire. Effectivement, c'est un point essentiel dans la période, hein. On est dans le déploiement d'une réforme assez structurante sur le champ de l'emploi. Je ne serai pas trop long puisque l'intérêt est de rentrer assez vite dans le cœur du sujet. Juste rappeler que cette loi, la loi plein emploi, qui a été votée en décembre 2023, porte deux ambitions principales. Une première ambition qui est tournée vers le public des allocataires du RSA, de manière à améliorer leur accompagnement et favoriser leur insertion professionnelle. Donc c'est une réforme extrêmement structurante puisqu'elle embarque l'enjeu d'une inscription de l'ensemble des bénéficiaires du RSA à France Travail, de manière à ce qu'on ait des capacités de suivi de leur parcours et un accompagnement qui puisse être plus efficace. Également un renforcement de cet accompagnement au travers de solutions d'insertion, au travers de périodes de mise en situation professionnelle dans les entreprises, au travers d'actions de formation. L'enjeu est bien d'accompagner ces publics, tous ces publics, vers l'emploi de manière à favoriser leur insertion et leur développement. Ce sera très largement présenté dans le cadre du PPT, donc je ne m'étends pas. La loi plein emploi porte une deuxième ambition, qui est celle de renforcer l'organisation, la coopération du réseau pour l'emploi. Et donc, elle déploie ce nouveau réseau pour l'emploi qui prend la forme d'une comitologie qui s'installe à tous les étages territoriaux, au niveau national, bien sûr, avec le Comité national pour l'emploi, au niveau régional, avec le Comité régional pour l'emploi, qui a été installé le 15 octobre dernier, au niveau départemental, avec les 13 comités départementaux pour l'emploi eux-mêmes désormais en place, et au niveau local avec 37 comités locaux pour l'emploi qui sont également installés à ce jour. Chacun de ces comités est coprésidé par l'État et les collectivités territoriales, dont le Conseil régional qui coprésident avec l'État, le Comité régional pour l'emploi, mais qui est également présent en coprésidence sur certains comités départementaux pour l'emploi et sur la totalité des comités locaux pour l'emploi. Alors, quelqu'un fait quelques commentaires et n'a pas coupé son micro. Merci. Pardon. Les conseils départementaux sont en coprésidence sur tous les niveaux, les comités départementaux pour l'emploi. Et c'est totalement logique puisqu'on est au cœur de leurs compétences, notamment avec cet enjeu de meilleur accompagnement des bénéficiaires du RSA. Et au niveau local, outre le conseil régional, les conseils départementaux sont largement présents également, ainsi que les EPCI. Cette comitologie, ce n'est pas juste une comitologie pour comitologer, comme on sait bien le faire dans notre beau pays. Il y a une vraie ambition opérationnelle qui doit se transcrire dans une coopération beaucoup plus forte entre les acteurs. Chacun de ces comités va se doter dans les prochains mois d'une feuille de route opérationnelle avec un nombre d'actions qui doit être limité, concentré et apporter un plus par rapport à ce qui se fait déjà sur les territoires pour favoriser l'insertion des publics. Donc c'est un gros chantier qui se déploie, qui prend un peu de temps. C'est assez technique, mais comme je le disais, d'ici à quelques mois, chaque comité sera doté d'une feuille de route. Le comité régional pour l'emploi adoptera la sienne le 12 mars prochain. Les comités départementaux et locaux suivront, avec vraiment l'enjeu de répondre aux besoins opérationnels des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA et des entreprises sur les territoires. Donc c'est une dynamique forte qui se met en place et pour laquelle nous comptons sur l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Mais je ne serai pas plus long et je vais céder la parole aux intervenants qui vont vous présenter à la fois effectivement le cadre un petit peu général de cette loi, tout ce qui se met en place depuis le 1er janvier 2025. Ça peut paraître technique, mais tout cet enjeu d'inscription de l'ensemble des bénéficiaires du RSA, mais également des jeunes auprès de France Travail et leur intégration dans un parcours d'accompagnement. Je laisse la parole aux intervenants comme ça et à Sophie, comme ça.
Alors, donc, dans la lignée de ce que vient de dire Bastien Espinassous, moi, je vais vous présenter le cadre de la loi plein emploi. Donc, moi, je suis Sophie Bessac, chef de projet plein emploi et gouvernance territoriale pour la DRETS Occitanie. Donc, on peut passer sur la slide suivante. Alors, tout d'abord, les grandes étapes de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi. La loi, pour rappel, ce que vous voyez en point 1, est entrée en vigueur le 18 décembre 2023 avec l'ambition de rénover la gouvernance du service public de l'emploi en créant un nouveau réseau pour l'emploi afin de mieux accompagner les publics et les entreprises. Parmi les premières mesures qui ont été mises en place par la loi en 2024, on pouvait compter la transformation de Pôle emploi en France Travail, la mise en place donc du réseau pour l'emploi et les dispositions relatives à la nouvelle offre de repérage et de mobilisation. Dans la foulée, ce que vous pouvez voir en point 3, c'est que dans la foulée donc, de la promulgation de cette loi sont parus le décret et l'instruction qui sont relatives à l'installation des comités territoriaux pour l'emploi et qui ont rendu possible, du coup, l'installation des nouvelles instances de gouvernance du réseau pour l'emploi, ce qu'on appelle les comités territoriaux pour l'emploi, donc comités locaux pour l'emploi, départementaux pour l'emploi, comités régionaux pour l'emploi. En parallèle, les expérimentations conduites en avance de phase étaient menées par les territoires pilotes, comme par exemple ce qui s'est passé dans l'Aveyron, et on va avoir le témoignage du département de l'Aveyron juste après, afin de tester l'accompagnement rénové de bénéficiaires du RSA. L'année 2023 donc, a été une année de préparation à la mise en œuvre de la loi plein emploi qui a abouti en janvier 2024, donc vous voyez ça en janvier 2025, pardon, sur une entrée. L'année 2024 a été une année de préparation qui a abouti donc au 1er janvier 2025 à l'entrée en mesure des dispositions marquant le nouveau parcours des demandeurs d'emploi qui va vous être présenté juste après. Donc l'inscription pour tous, l'orientation rapide, le diagnostic commun, l'accompagnement renforcé, etc. Donc là, c'était pour vous donner une idée de cette année de préparation. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc là, donc on est toujours sur l'objectif de la loi plein emploi. En rénovant la gouvernance du service public de l'emploi, la loi pour le plein emploi a impulsé une meilleure coordination des acteurs de l'emploi qui a été rebaptisée Réseau pour l'emploi. Donc ce réseau qui est garant à la fois de l'intensification de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et également de la réponse donnée aux besoins de recrutement des entreprises. Sur les grands principes, je ne vais pas y revenir dessus puisque je l'ai déjà détaillé dans la slide d'avant. Par contre, simplement pour vous préciser qu'en devenant France Travail, Pôle emploi s'est vu attribuer dans le cadre de cette nouvelle loi de nouvelles missions pour le compte de tous, ce qu'on appelle la mission d'appui, en créant l'Académie France Travail qui est destinée à regrouper des modules de compétences pour l'ensemble des professionnels de ce nouveau réseau pour l'emploi, des formations. Donc, France Travail a créé également à former un réseau de facilitateurs destinés à outiller la coopération des acteurs. Et puis, ces nouvelles missions d'appui se manifestent également au travers de l'interconnexion des systèmes d'information qui ont pour objectif de favoriser les échanges de données entre les différents opérateurs, dans l'objectif de favoriser le développement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Du nouvel accompagnement des demandeurs d'emploi, pardon. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Là, je vais vous faire un petit zoom du coup sur ce nouveau réseau pour l'emploi. Puisque vous avez compris que la loi s'appuyait donc sur un réseau pour l'emploi qui est composé de l'ensemble des acteurs de l'insertion sociale et professionnelle, de l'emploi et de la formation. Ce nouveau réseau, il se structure en deux types d'acteurs. Les acteurs de droit qu'on va retrouver dans les instances comme membres permanents. Là, il s'agit de l'État, de la région, des départements, des communes et groupements de communes, de l'opérateur France Travail, des opérateurs spécialisés, missions locales.
et Cap Emploi. Et puis, il y a également les acteurs qui peuvent participer au réseau, qui sont invités aux instances au titre de leur expertise. Et donc là, c'est l'ensemble des opérateurs qui sont porteurs des solutions d'accompagnement, d'offres d'accompagnement spécifiques, les CAF, les MSA, la MSA, les SIAE, par contre, les entreprises adaptées, les ESAT, etc., etc., etc. Sur le volet plutôt gouvernance, les instances de gouvernance de la loi plein emploi sont appelées comités territoriaux pour l'emploi, hein, ce qu'on vous a déjà précisé. Donc, le niveau régional, ce qu'est précisé Bastien en introduction, le niveau régional est présidé par l'État représenté par le préfet de région et le conseil régional. On parle du comité régional pour l'emploi. Au niveau départemental, on est sur une coprésidence État-ACD et on parle du comité départemental pour l'emploi. Et au niveau local, on parle de comités locaux pour l'emploi qui sont présidés par l'État avec l'adjonction d'une ou plusieurs représentations des collectivités territoriales en fonction des écosystèmes locaux. En Occitanie, on peut préciser que tous les comités locaux pour l'emploi sont à minima coprésidés par l'État et le conseil régional. Peut-être qu'on va passer aux missions. Donc là, vous avez donc les instances de gouvernance. Simplement pour vous préciser que ces instances de gouvernance, elles ont des missions quand même un petit peu identiques d'un comité local à l'autre, d'un comité territorial pardon, à l'autre. Piloter, coordonner, adapter aux situations régionales, départementales, la mise en œuvre des orientations arrêtées par le Comité national pour l'emploi. Veiller à la bonne coopération des acteurs du réseau pour l'emploi. Et puis participer au suivi de l'exécution des conventions État-région, État-département dans le champ de l'emploi. Pour exemple, sur le niveau départemental, on peut parler du pilotage de la contractualisation insertion et emploi en faveur de l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. On peut passer à la slide suivante. Donc, chaque niveau territorial s'appuie sur des compétences spécifiques et qui reviennent aux compétences spécifiques des acteurs qui les composent. Donc, on a à chaque niveau territorial des compétences différentes. Au niveau du comité régional pour l'emploi, cette instance est chargée de la définition des politiques de l'emploi, de la formation, de la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles. Donc, c'est le comité régional pour l'emploi qui est garant de l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi et de la réponse apportée aux besoins des entreprises. Au niveau du comité départemental de l'emploi, là, il s'agit de suivre les politiques d'insertion. Donc, on peut dire que ce niveau garantit en premier lieu la constitution des parcours adaptés aux publics les plus éloignés de l'emploi et notamment des bénéficiaires du RSA. Et enfin, le niveau CLPE, c'est le niveau local, le niveau de l'opérationnalité. Donc, ces comités locaux pour l'emploi doivent identifier les actions prioritaires opérationnelles à mettre en place en réponse à la situation du marché du travail local. Donc, on a bien 3 niveaux de gouvernance qui cohabitent. Donc, on a 37 comités locaux pour l'emploi qui ont été installés en Occitanie. Donc, les instances, ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'au niveau du développement de cette gouvernance en Occitanie, cette gouvernance est installée. Donc, on a un comité régional pour l'emploi, 13 comités départementaux et 37 comités locaux pour l'emploi qui peuvent rendre opérationnel le déploiement de cette nouvelle loi au travers de la mise en œuvre de l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi qui va vous être présenté en suivant. Donc là, sur la carte, vous voyez, vous avez les 37 comités locaux pour l'emploi. Il y a des couleurs différentes puisqu'en fait, en fonction des départements, la maille de ces comités locaux pour l'emploi peut varier soit de l'arrondissement ou bassin d'emploi ou ce sont des regroupements de PCI. Voilà pour ma partie. Donc Philippe Blacher, je me présente directeur coordination conseil auprès de la direction régionale de France Travail Occitanie, puisque je travaille à la direction régionale de France Travail. Et donc, comme il a été dit, avec Juliette Jovet de la RML et Jean-Luc Abitboul de Keops, on va vous présenter
le processus d'inscription jusqu'au contrat d'engagement et l'accompagnement fait pour l'ensemble des personnes dépourvues d'emploi dans le cadre de la mise en œuvre de la loi qui se met très concrètement en place de façon très opérationnelle depuis début janvier. Donc, on va partager un petit peu les informations. Je me permets juste de démarrer ça et puis je donnerai bien évidemment la parole. On prendra la parole et puis en fonction des personnes qui sont plus particulièrement suivies par la mission locale, c'est plutôt Juliette Jauvet, bien évidemment. Et pour les personnes en situation de handicap, Jean-Luc Abitboul. Donc, juste slide suivante, on va essayer d'être rapide dans les premières slides. Tout d'abord, indiquer pourquoi cette évolution. Le constat a été partagé qu'il y avait beaucoup d'acteurs autour de l'accompagnement des personnes qui étaient dépourvues d'emploi et que malgré la meilleure volonté de tout le monde, ça agit de façon plutôt dispersée du fait que des systèmes d'information sont différents, des procédures d'inscription et d'octroi d'allocation sont différentes, des pratiques professionnelles qui ne sont pas forcément les mêmes et qui entraînent des difficultés d'identifier l'ensemble des personnes dépourvues d'emploi et à partir de ce moment-là aussi, des difficultés d'accompagnement dans le cadre d'un accompagnement qui puisse être le plus fluide possible, avec des parcours qui puissent s'articuler entre eux. Et on se rend bien compte que, y compris l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi, peuvent avoir des difficultés à joindre les personnes qui pourraient prendre la suite de l'accompagnement qu'ils ont mené, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils passent la main à quelqu'un d'autre dans le parcours. Et on a des problématiques de passage de relais qui sont complexes du fait d'informations qui sont éclatées et avec un certain nombre de lourdeurs de saisie parce que des systèmes d'information différents et des reportings. C'est pour ça que, slide suivante, on a les éléments de la slide suivante, on a les éléments qui sont donnés dans la loi. Alors, je ne la vois pas, donc j'ai mon backup. Je ne sais pas si vous la voyez vous-même. L'objectif de la réforme, c'est d'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi toutes les personnes dépourvues de travail. Donc, on parle des bénéficiaires du RSA et leurs conjoints, les jeunes en recherche d'emploi qui sollicitent un accompagnement au niveau des missions locales ou qui sont actuellement soit en contrat d'engagement jeune, soit en PACEA, et toutes les personnes qui sollicitent un accompagnement par les Cap Emploi. C'est aussi une orientation vers les organismes référents en charge de l'accompagnement, une entrée rapide en parcours, la possibilité d'une réorientation facilitée, un parcours sans couture, un diagnostic partagé adossé à un référentiel commun. C'est très important, hein. L'idée, c'est d'avoir ce que l'on appelle des communs qui nous permettent tous de nous rassembler au profit de chacun des usagers qui sera accompagné et à travers, notamment pour chaque personne accompagnée, un contrat d'engagement réciproque où on mesurera à la fois les engagements de l'usager, mais bien évidemment les engagements de l'accompagnateur obligé à faire un accompagnement à la mesure du besoin de la personne accompagnée. On peut résumer très simplement le dispositif, le processus global dans la slide suivante, qui donne plutôt bien de façon schématique le processus entre le démarrage de l'inscription des personnes dépourvues d'emploi jusqu'à l'accompagnement. L'inscription se fait donc bien pour les demandeurs de l'allocation RSA et leurs conjoints, pour toutes les personnes qui sollicitent un accompagnement à Cap Emploi, pour toutes les personnes sans emploi qui le demandent actuellement, pour toutes les personnes qui sollicitent un accompagnement en mission locale et qui sont à la recherche d'un emploi. Toutes ces personnes, à partir de janvier, sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail. Il y a un souhait d'exhaustivité, de repérage de l'ensemble des personnes dépourvues d'emploi, en recherche d'emploi, inscrites sur France Travail. C'est une grande différence puisque jusqu'à maintenant, seules les personnes faisant volontairement acte d'inscription vers France Travail étaient inscrites. Là, nous sommes dans un système où nous souhaitons pouvoir identifier l'ensemble des personnes dépourvues d'emploi. Une fois que cette inscription est faite, nous passons à l'orientation. L'orientation, elle est effectuée par les départements pour les bénéficiaires du RSA,
par Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, par les missions locales pour les jeunes qui sont suivis par les missions locales, et par France Travail, je vais le dire comme ça, pour tous les autres types de situations, voire les bénéficiaires du RSA, si un accord est passé avec le conseil départemental qui délègue l'orientation à France Travail. Cette orientation permet à ces 4 grands orientateurs, je vais le dire comme ça, derrière d'identifier en fonction, on reprendra après, mais c'est intéressant de le dire sur ce schéma-là, en fonction de critères d'orientation très précis avec le demandeur d'emploi ou la personne inscrite, de définir quel va être le bon parcours et le bon référent d'accompagnement. Le bon référent d'accompagnement sera soit au conseil départemental, soit un délégataire du conseil départemental, soit France Travail, soit mission locale, soit Cap Emploi, ou autres types d'accompagnateurs qui seront définis par décret. Une fois que cette orientation de définition de qui va suivre, l'accompagnement va donc démarrer par celui qui va suivre et accompagner la personne. Cet accompagnement démarre par un diagnostic global de la situation de la personne, signature d'un contrat d'engagement et bien évidemment le suivi du parcours et du plan d'action prévu avec chacune des personnes. Dans le but d'un retour à l'emploi, avec la possibilité, la petite boucle de réorientation si on se rend compte qu'à un moment donné, où on s'est trompé, ou accident de vie, ou changement dans le projet de la personne, et dans ces cas-là, on revient à une orientation nouvelle. On peut rentrer rapidement dans le détail de chacun des points, notamment sur l'inscription qui est en cours actuellement, c'est la slide suivante. Je ne la vois pas apparaître. Je ne sais pas si vous la voyez vous-même. Pas encore. Ça... Pas encore. Il y a 2 modalités. 2 modalités d'inscription pour l'inscription en janvier. Voilà. La première modalité, c'est pour tous les nouveaux entrants en flux sur le marché du travail, toute personne dépourvue d'emploi qui rentrent à partir de janvier sur le marché du travail. Pour les personnes qui le font auprès de France Travail, c'est comme d'habitude. Pour les missions locales, je peux le préparer si je peux le présenter si tu veux, Philippe. Oui, bien sûr. Je comptais dire juste les bénéficiaires. Je te sentais en pleine, je te lançais lancer. Vas-y. Pour le réseau des missions locales, pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, donc il y a évidemment un premier temps d'interrogation du conseiller qui est quel est le souhait du jeune et est-ce que le jeune considère effectivement qu'il est en recherche d'emploi, puisque vous le savez, les missions locales peuvent accompagner les jeunes sur leur projet de vie au sens large du terme et on accompagne des jeunes dont l'objectif n'est pas toujours l'accès à l'emploi. Donc si le jeune il est effectivement en recherche d'emploi, ça va être très transparent puisque le conseiller du mission locale va en fait renseigner son système d'information et c'est le système d'information qui va transmettre les données à France Travail. Donc le jeune n'aura aucune action à faire à titre individuel. Et concernant les publics en situation de handicap ou les publics qui sont en contact avec Cap Emploi, il n'y a pas de grande différence par rapport à la situation précédente, puisque, comme auparavant, les personnes en situation de handicap sont orientées directement vers France Travail, afin qu'elles puissent passer par le processus traditionnel qu'a évoqué Philippe à l'instant d'inscription. Pas de modification majeure. Voilà, et pour les bénéficiaires du RSA, dès le dépôt de la demande du RSA, toutes les informations administratives qui sont nécessaires à l'inscription du RSA et de son conjoint sont transmises par la CAF ou la MSA auprès de France Travail qui procède à une inscription automatique. Et le demandeur d'emploi du RSA et son conjoint sont bien sûr informés de cette inscription. Information sur ce sujet qui est importante à savoir, c'est que France Travail, bien évidemment, procède à l'inscription des personnes selon les mêmes conditions et processus qu'habituels. Cette inscription n'implique pas systématiquement que c'est France Travail qui va suivre l'ensemble des personnes. C'est ce qui vient d'être dit, notamment par Juliette Jové et Jean-Luc Abitboul. Voilà. Cela reviendra bien sûr au référent ensuite. Voilà. La deuxième modalité, d'inscription, on est sur la slide précédente, parce que moi, on est passé à la slide suivante. Moi, je sais, il faudrait revenir sur la slide précédente.
s'il vous plaît. Hop, c'est avant, hein, Petit c'est souci. vraiment. Voilà, c'est celle-là, merci. Voilà, désolé. On a pour la nouveauté est aussi là pour toutes les personnes non inscrites à France Travail, mais qui étaient déjà suivies. Pour les bénéficiaires du RSA, soit par les délégataires, soit par le conseil départemental, et pour les missions locales et pour les jeunes par les missions locales. L'idée, c'est de faire une inscription automatique à partir du 15 janvier pour l'ensemble des bénéficiaires du RSA et conjoints. Elles seront effectuées systématiquement sur la base d'informations qui sont transmises par les partenaires. Juliette, si tu veux compléter. Oui, donc côté mission locale, en fait, quelque part, cette partie des jeunes déjà suivis, soit dans le cadre du contrat d'engagement jeune, soit dans le cadre du PACEAI, il est déjà traité, hein, mais c'est pour que l'information soit bien partagée. Donc tous les jeunes qui étaient en cours d'accompagnement dans ces 2 dispositifs au 31 décembre, leurs informations ont déjà été transmises à France Travail pour procéder à leur inscription. Donc il n'y a pas de nouvelle action à faire. Et en particulier, pour le cas des missions locales, l'important à retenir, c'est que le jeune n'a pas besoin d'aller sur le site de France Travail pour s'inscrire. Au contraire, il vaut mieux pas qu'il le fasse parce que sinon, ça complexifie la chose derrière. C'est vraiment la mission locale qui va prendre là-dessus ce travail d'inscription. Et donc, pour tous les jeunes qui étaient déjà en parcours au 31 décembre, les choses sont déjà faites. Voilà. Sauf si on peut passer à la phase d'orientation. Une fois que les personnes sont inscrites, c'est la slide suivante. On procède donc à leur orientation, comme si on détaille en fait le schéma qu'on avait présenté avant. Hein. L'orientation, alors très clairement, l'orientation n'est pas un acte d'accompagnement. L'orientation, c'est simplement un acte qui définit quel va être l'organisme qui va faire l'accompagnement. C'est important de se le dire parce que par le passé, l'orientation, c'était l'orientation professionnelle. Enfin voilà, on n'est pas dans ce champ-là. On est sur l'orientation vers le bon référent d'accompagnement. Elle va s'appliquer à toutes les personnes avec les étapes suivantes: analyse de la situation, les projets, les capacités, le projet de la personne, ses ressources et ses éventuels freins pour identifier quel est le parcours adapté. Il est prévu 3 types de parcours. Un parcours dit emploi pour les personnes qui sont peut-être les plus proches de l'emploi et du marché du travail. À l'extrême, un parcours dit social pour les personnes dont la situation fait qu'il faut d'abord lever les freins périphériques à l'emploi avec des problématiques autres que le simple accès à l'insertion professionnelle et le marché du travail. Et un parcours intermédiaire qu'on appelait aussi parcours global, et qui est le parcours, l'accompagnement global ou parcours socio-pro, qui est un mix d'un travail en parallèle et en simultané, à la fois sur l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. On travaille en même temps sur le travail, la formation, l'insertion professionnelle, les périodes en immersion, mais en même temps la levée des freins, de certains freins, parce que certains publics ont des freins périphériques à l'emploi, mais qui ne sont pas entre guillemets handicapants, désolé du terme, handicapants pour un démarrage d'un travail sur l'insertion professionnelle. C'est ce parcours socio-pro qui est entre les deux. Et l'idée, bien évidemment, c'est une fois qu'on a identifié le parcours, c'est que celui qui oriente désigne le référent d'accompagnement, qui sera donc le conseil départemental ou un délégataire, Cap Emploi, Mission Locale ou France Travail. Et les modalités opérationnelles d'orientation sont différentes selon les opérateurs. Si vous souhaitez, est-ce que Juliette ou Jean-Luc souhaitait, on n'a pas voulu rentrer trop dans les détails techniques, hein, pour être très précis. Voilà. Maintenant, on peut donner quelques infos. Peut-être donner juste un rapide complément concernant les publics en situation de handicap. Donc, les Cap Emploi n'accompagnent pas la totalité des publics en situation de handicap, mais uniquement ceux dans la modalité dite expert handicap, la modalité qui est portée par les Cap Emploi, uniquement les personnes en situation de handicap qui vont présenter des problématiques de handicap telles qu'elles révèlent un fort besoin dit de compensation, c'est-à-dire de solutions à déterminer.
et à trouver pour rendre compatible l'activité professionnelle avec le retentissement du handicap. Ça intègre notamment les personnes qui ont eu des parcours scolaires dans des établissements spécialisés, ça intègre les personnes qui ont une orientation ESAT notamment, les personnes qui ont fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec la nécessité d'une reconversion professionnelle. Donc l'accompagnement Cap Emploi se concentre sur les situations les plus particulières ou les plus complexes en tout cas, au regard du handicap qui peut constituer un frein majeur à leur insertion professionnelle. Et peut-être effectivement dans l'esprit de ce que disait Philippe, c'est-à-dire rester quand même synthétique, mais peut-être rendre la chose plus concrète. Côté mission locale, il faut retenir que à partir du moment où un jeune rencontre un frein qui a un impact sur sa recherche d'emploi, il va être accompagné par le réseau des missions locales. Par contre, un jeune qui n'aurait aucun frein à sa recherche d'emploi, donc un jeune déjà autonome, avec un projet professionnel plutôt construit, lui, il sera accompagné par France Travail. Si on passe à la slide de l'accompagnement, qui est la slide suivante, qui pour le coup est, une fois l'orientation faite, le conseiller référent d'accompagnement est nommé. Premier entretien sur lequel, on va dire rapidement, hein, il y a un premier diagnostic global de la situation qui est fait. L'important, c'est de savoir que ce diagnostic global est fait à partir d'un référentiel national qui a été validé par le Comité national pour l'emploi, qui est en gros le premier comité territorial, si on peut dire. Ça a été présenté tout à l'heure dans le cadre de la loi, avec l'appui possible d'un outil diagnostic socio-professionnel qui peut permettre aux acteurs, sur la base d'un outil partagé, partager aussi une culture du diagnostic. C'est aussi l'intérêt de ce qu'on appelait tout à l'heure les communs. Voilà. Et ça nous permet bien évidemment, c'est un outil d'ailleurs qui aussi, d'ailleurs, il faut le dire rapidement, peut permettre de simplifier pour les opérateurs, les accompagnateurs, de simplifier leurs actes métiers, mais ça permet aussi de nourrir les échanges avec les personnes et d'interconnecter ces éléments de diagnostic avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être impliqués dans l'accompagnement. Ça évitera les redites et ça permet de répondre au principe de « dites-nous-le qu'une seule fois ». Et c'est important d'avoir ces éléments en tête. Une fois que le diagnostic est fait, global de la situation, un plan d'action est identifié, partagé avec la personne ou le conseiller référent à faire des propositions avec la personne en face de lui, et derrière, mise en place d'un contrat d'engagement qui comprend donc les objectifs du parcours, les actions à mettre en place, l'objectif d'intensité hebdomadaire, la signature du demandeur d'emploi et du conseiller, avec un modèle de contrat d'engagement qui progressivement va être mis en place et qui sera commun à tout le monde, sachant que c'est important de le savoir pour toutes les personnes qui étaient inscrites avant le 1er janvier. On se donne un délai de 2 ans pour faire la signature du contrat. Ça signifie que globalement, suivant les stratégies des territoires, ça pourra se faire au fil de l'eau de la rencontre des personnes ou au fil de l'eau du point d'étape qu'il est fait de leur parcours. Voilà ce que je peux dire. Et avec une petite spécificité côté mission locale, puisque ça, vous connaissez probablement, on en a déjà parlé, ces intitulés du PACA ou du contrat d'engagement jeune. Et il y a eu, on le sait, beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça veut dire ce nouveau contrat d'engagement commun. Aujourd'hui, voilà, c'est pas une surcouche. En mission locale, le contrat d'engagement, il prend 2 formes, soit un PACA, soit un CEJ si on est dans cet accompagnement particulièrement intensif. Et en ce moment, le jeune ne signe pas plusieurs documents, il ne signe à ce stade soit qu'un PACA ou qu'un CEJ, et c'est en pleine, ça fait partie dans les sujets de commun numérique, de comment demain basculer vers un nouveau modèle pour les jeunes, dans cette logique de simplification et d'avoir effectivement qu'un seul document qui reprend les engagements réciproques. On a une question pour vous, Juliette Jovet, par rapport aux jeunes de moins de 26 ans qui vont basculer directement à France Travail. Quid du suivi sur les autres thématiques, freins à lever, logement, santé? France Travail n'a pas les mêmes compétences que les missions locales sur ce champ.
Tout à fait. Alors, le principe là-dessus, c'est vraiment cette étape de l'orientation. C'est-à-dire que si la personne qui reçoit le jeune, que ce soit France Travail, si le jeune s'inscrit directement en autonomie sur le site Internet ou qu'il franchisse la porte de la mission locale, cette première étape de l'orientation, elle doit déterminer ça. Elle doit aller regarder et discuter avec le jeune de est-ce que son besoin, c'est uniquement d'être sur un accompagnement emploi ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour lui. Et s'il y a d'autres enjeux, l'orientation va aboutir à un parcours mission locale et pas un parcours France Travail. Et si jamais le jeune ne s'est pas exprimé complètement les premières fois, Philippe en a parlé tout à l'heure de cette réorientation facilitée, c'est l'objectif. On a des jeunes qui mettent du temps à s'ouvrir. S'il y a un premier rendez-vous, ils ne parlent que de problématiques liées à l'emploi et que le conseiller se rend compte avec l'accompagnement avançant qu'en fait, il y a des freins à lever et il y a besoin de l'accompagner sur d'autres thématiques qui correspondent à l'offre de service de la mission locale, il y aura une réorientation de France Travail vers la mission locale. Il y a cette logique que le jeune n'ait pas plusieurs personnes pour l'accompagner, mais que par contre, ses besoins, et d'ailleurs pour tous les publics en dehors des jeunes, ses besoins peuvent évoluer dans le temps, et auquel cas son accompagnement et la structure qui l'accompagne évoluent aussi. D'accord. On est dans le timing. Je me permets une autre question qui a été posée Sachant que sur ça, si je peux me permettre, sur ça, on entérine un petit peu des pratiques professionnelles et du partenariat qui existait auparavant, bien évidemment, à travers notamment ce que l'on appelait le suivi délégué, où quand un conseiller France Travail était en contact avec un jeune, en fonction du diagnostic qu'il faisait et de certains freins qu'il pouvait exprimer, on confiait l'accompagnement de ce jeune inscrit à France Travail à la mission locale, avec des processus que l'on connaît depuis longtemps entre mission locale et France Travail. Oui. Question suivante, question courte, réponse courte. Quid du parcours des créateurs d'entreprises? Qu'est-ce qui change pour eux? Oui, bonne question. Je pense que pour les créateurs d'entreprises, j'essaye de répondre comme ça un peu en marchant, là, mais je réfléchis en marchant. On est pareil, on reste dans le sujet où la personne s'inscrit. Elle fait, soit elle a un projet qui est un projet pas encore concret de sa « je veux créer une entreprise ». Parce que je me sens une âme de créateur, c'est pas pareil que j'ai un projet qui commence à être ficelé, j'ai besoin qu'on m'accompagne. Dans le premier cas, diagnostic avec la personne au niveau de France Travail, parce que la personne sera inscrite à France Travail, le diagnostic permettra de se rendre compte que peut-être c'est un recours à l'emploi direct, parce que la création d'entreprise, c'est je crée moi-même ma propre activité, je crée mon propre emploi. Et dans ces cas-là, on travaille notamment avec le conseil régional, mais avec d'autres partenaires pour accompagner la personne dans son projet de création d'entreprise à travers la concrétisation du projet avec la rencontre des banques, etc. On a les consulaires qui peuvent nous aider. On est là sur un parcours. La personne est inscrite, un diagnostic, et on trouvera les meilleures prestations possibles, les formations ou les partenaires qui pourront nous aider dans le parcours. Mais on restera référent. Alors, je dis on, France Travail, mais ça peut être mission locale, bien évidemment, et Cap Emploi, resteront le référent principal de l'accompagnateur de la personne en recherche de création d'entreprise. J'espère avoir été à peu près clair. Oui, je pose une dernière question, puis ensuite on reprendra le fil. Jean-Luc, Philippe et Juliette, vous avez aussi la possibilité de répondre directement dans le chat, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les questions. Alors, j'espère que ce n'est pas une question piège. Pour les bénéficiaires de la protection internationale, un retard dans le renouvellement des récépissés entraîne actuellement une radiation de France Travail. Quelles seront les conséquences avec cette nouvelle loi, si vous avez la réponse? Attendez, je suis en train de repérer les... Alors, attendez, je remonte un peu. Un retard. On entraîne actuellement. Quelles sont les conséquences avec la nouvelle loi? Écoutez, là, je suis un petit peu ennuyé pour vous répondre. C'est un petit peu technique peut-être par rapport à ça, mon niveau. Je ne peux pas avoir une réponse. Ce qui est sûr, c'est que actuellement,
excusez-moi, je fais un petit pas de côté là. Actuellement, dans le cadre de l'inscription, on se rend compte qu'on est en train d'essuyer des plâtres, de travailler sur des erreurs d'aiguillage, et on essaye de faire en sorte que chaque situation est prise en compte pour éviter des problématiques où les personnes ne pourraient pas accéder à un droit ou accéder à un droit globalement. On le voit avec les bénéficiaires du RSA, on le voit avec certains jeunes. Hein, c'est une révolution quand même, hein, cette façon de travailler avec des échanges de données. Donc, on fait en sorte le plus possible de répondre. Donc, je ne peux pas vous répondre, désolé, je ne peux pas vous répondre très précisément, alors, sauf si Juliette ou Jean-Luc avaient des éléments, mais on fait en sorte de... Et d'ailleurs, je prends la question, parce qu'elle ne m'était pas remontée à mon niveau. Peut-être que dans nos équipes, les questions ont été posées et les réponses ont déjà été apportées. Mais je ne peux pas vous apporter de réponse. Mais sachez que de toute façon, on essaye d'être le plus vigilant possible à toutes les situations de blocage qui freineraient l'accès à un droit. Il y a de nombreuses questions sur lesquelles on n'a pas la possibilité de répondre à l'instant T. Je vous invite, Philippe, Juliette et Jean-Luc, si vous le pouvez, répondre dans le chat, mais il nous faut maintenant reprendre le train des 2 slides sur cette séquence avant d'enchaîner sur l'expérimentation en Aveyron pour être dans le timing. Oui. Après, c'est Juliette qui, sur la slide suivante, par rapport aux personnes, notamment les jeunes qui ne sont pas forcément inscrits à France Travail. Tout à fait, c'était pour vous dire parce que les missions locales jusqu'au 1er janvier accompagnaient les jeunes indépendamment de ce statut de demandeur d'emploi ou non. Évidemment, la loi plein emploi, elle a eu des conséquences et ça reboucle avec des questions qui apparaissent sur le chat, sur les MNA, sur la question des réfugiés qui n'ont pas forcément toutes les pièces à jour, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est un sujet en ce moment hein, qu'on essaye de traiter à l'appui d'un certain nombre de cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que les missions locales, depuis le 1er janvier, continuent d'accueillir tous les jeunes et d'accompagner tous les jeunes. Par contre, effectivement, un changement qui est fort, c'est que certains publics ne sont aujourd'hui plus éligibles au PACEA ou au contrat d'engagement jeune, et c'est toutes les personnes qui ne peuvent pas s'inscrire à France Travail. Et là, la loi n'a pas changé qui peut ou ne peut pas s'inscrire à France Travail. C'était des catégories administratives existantes, et on sait que c'est un sujet particulièrement prenant hein, pour les personnes réfugiées. Donc ça, malheureusement, effectivement, comme ça a pu être indiqué dans le chat, on a des jeunes qui jusqu'à présent pouvaient bénéficier de ces accompagnements et notamment des allocations qui y sont associées, qui ne peuvent plus en bénéficier depuis le 1er janvier. On a un nouveau parcours qui a été créé, qui s'appelle le parcours appui orientation, qui est destiné notamment à ces jeunes non éligibles. Donc, il y a bien toujours un cadre d'accompagnement et tous les jeunes peuvent toujours bénéficier de l'offre de service de la mission locale. C'était pour vous rassurer sur ce point. On parle beaucoup des demandeurs d'emploi, mais on est bien conscient qu'on aura des jeunes qui ne sont pas demandeurs d'emploi. Et pour donner un autre exemple de jeunes, on a particulièrement les jeunes mineurs qui, pour certains, vont être dans une recherche d'emploi, mais pour d'autres, vont plutôt être sur un travail autour du retour en formation. Ok, on peut continuer. on avance. Parce que, bon, pendant que Juliette parlait, je regardais un petit peu les chats. Je pense qu'il y a quelques questions pour lesquelles on pourra répondre ensuite, à travers notamment l'actualisation. Juste, j'ai vu qu'il y avait une question, il y avait indiqué 3 parcours. Les 3 parcours qu'on a présentés existaient avant. Oui, ils existaient avant, mais ils étaient plutôt le fait d'une connaissance qui était très... l'accompagnement social était d'un côté, l'accompagnement professionnel était de l'autre. L'accompagnement socio-pro, je dirais, tenait essentiellement à l'accompagnement global mis en place par France Travail et l'accompagnement global tel qu'il est fait par les missions locales, globalement, et l'accompagnement global, d'une certaine manière, avec la dominante handicap fait par Cap Emploi. Le but, c'est que là, on a un petit peu légiféré, je dirais, sur 3 grands types de parcours sur lesquels tous ceux qui vont faire le diagnostic, l'orientation, auront la même base d'un outil
d'un référentiel qui permettra d'orienter suivant ces trois choses. Voilà. Et je pense que l'important, c'est la connaissance commune. Tout le monde aura la connaissance commune qu'il y a ces 3 grands types de parcours. Voilà. Et sur l'actualisation, on a des informations. Et puis, non, le contrat d'engagement n'est pas signé par quelqu'un d'autre. Là, c'est moi qui le dis, hein, le contrat d'engagement n'est pas signé par quelqu'un d'autre que le conseiller référent. Il n'est pas fait par un assistant ou par un administratif. Voilà. Alors, on peut passer, voilà les premières, et puis comme il y avait des questions sur notamment l'actualisation des BRSA, je vous propose de passer les slides suivantes rapidement. Nouveau process, donc 2 nouvelles catégories. Vous avez le modèle actuel, auquel on rajoute 2 nouvelles catégories. La catégorie 9, qui est la catégorie des personnes qui vont rencontrer des difficultés peut-être temporaires, qui sont un obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi et qui bénéficient essentiellement d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale, ce qu'on appelle la catégorie 9. Donc. Et la catégorie 10, c'est les personnes qui sont les bénéficiaires en attente d'une demande de RSA ou les personnes qui sont bénéficiaires du RSA et qui ne sont pas déjà inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Voilà. Derrière, on a les principes d'actualisation qui pourront répondre notamment à ce que vous indiquiez sur la slide suivante. On va aller oui, la slide suivante. Donc, on va aller revenir en arrière. Voilà, les publics qui sont en vert, les publics qui sont soumis à la procédure d'actualisation actuelle sont les personnes dont le référent d'accompagnement est France Travail, hors le parcours social, les personnes indemnisées par France Travail, quel que soit le référent d'accompagnement, et les personnes dont le référent est Cap Emploi. À l'extrême, les personnes qui ne seront pas soumises à la procédure d'actualisation actuelle, en orange, ce sont les personnes qui sont en parcours social, qui ne sont pas indemnisées par France Travail, ou les demandeurs d'emploi RSA ou bénéficiaires de RSA en attente d'un contrat d'engagement pas indemnisable par France Travail. Et on a en bleu une formule un petit peu hybride, dite hybride, parce que tout simplement, un défaut d'actualisation n'entraînera pas la désinscription de la personne. Enfin, voilà. C'est les bénéficiaires du RSA qui ne sont pas indemnisables par France Travail, dont le référent n'est pas France Travail, hors parcours social et en catégorie d'attente. Et les jeunes non indemnisables par France Travail, accompagnés par la MILO. Voilà. Donc, pour répondre à la question, on ne pourra pas dire que tous les bénéficiaires du RSA seront, parce que c'était une des questions dans le chat, seront soumis à l'actualisation ou ne seront pas soumis à l'actualisation. Ça dépendra de leur statut au vu de ces 3 éléments-là. Et je redis, hein, l'actualisation hybride, c'est simplement un défaut d'actualisation n'entraînera pas la désinscription de la personne. Il y aura une réinscription automatique de la personne qui permettra de continuer d'accompagner la personne. Je pense qu'on a terminé pour notre séquence. Et je laisse donc la parole à Laurent Paul, Aurélie Ménager, Isabelle Serre. Je pense qu'ils prennent la suite sur l'expérimentation des BRSA en Aveyron. Bonjour Absolument. bonjour à toutes et à tous. Isabelle Serre, directrice adjointe et en charge de l'intérim de la direction départementale. Sylvie Miquel, chef de service emploi mutation économique. Bonjour. Donc, on démarre? On vous a perdu. Absolument, vous pouvez y aller. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Hein, on va essayer de ne pas répéter. Laurent Paul s'exprimera après du point de vue de France Travail sur l'impact que cette expérimentation dans notre département a eu. Donc, nous, on essaiera de porter à votre connaissance du point de vue de l'État, quels bénéfices on peut en avoir. Donc, pour la bonne connaissance de tous, en 2023, 18 territoires volontaires ont été sélectionnés pour construire et tester une offre rénovée d'accompagnement pour les bénéficiaires du RSA. Et cette expérimentation, elle visait à se concentrer sur les principes que vous avez évoqués, visant principalement à améliorer l'efficacité du dispositif. Donc, c'est
l'orientation la plus précoce possible vers le meilleur des référents, celui qui serait le plus pertinent pour les bénéficiaires, harmoniser les pratiques, le partage des outils, des expériences, travailler un référentiel commun pour l'orientation, tout ça sera développé plus loin. L'affirmation forte de l'objectif d'accès à l'emploi pour tous, selon un chemin qui est variable pour chacun des allocataires, un accompagnement plus intensif, un contrat d'engagement pour 100% des personnes et une mobilisation des ressources locales et le renforcement des partenariats. Et c'est ce que nous avons noté depuis notre fenêtre État, c'est que dans notre département, le choix de la zone d'emploi qui était celle de Villefranche de Cazeville a été la plus pertinente dans le sens où on a été opérationnel relativement vite. C'est là où les difficultés sociales sont historiquement les plus prégnantes dans ce bassin d'emploi. Et on a vu très rapidement que l'acculturation des personnels de France Travail et du département, qui historiquement sont des travailleurs sociaux et ont progressivement sont devenus ou ont été recrutés en qualité de conseillers d'insertion, a très fortement permis de mettre en œuvre cette expérimentation. Je laisse la parole à Sylvie Miquel maintenant, qui va rentrer un peu plus dans le détail. Oui, par rapport à cette expérimentation, c'est vrai qu'on ne partait pas de rien. On avait eu aussi l'expérimentation du service public de l'emploi et de l'insertion qui avait déjà permis de travailler sur pas mal d'axes et notamment le renforcement de l'offre d'insertion et la connaissance plus en profondeur de chacun des partenaires, une culture commune qu'il a fallu aussi encore accentuer dans le cadre des travaux préalables au niveau des conseillers d'insertion de France Travail et du conseil départemental. Et je crois que c'est un des aspects positifs de cette démarche, c'est que ça repose sur le principe dites-nous une fois, et ça a permis de créer des relations de confiance entre les bénéficiaires du RSA et les accompagnateurs. Donc, je ne vais pas revenir sur les différents piliers, c'est la diapo d'après, qui ont déjà largement été développés précédemment. Non, il n'y en a pas une entre-temps. Elle n'y est plus. Bon. Non, c'est pas grave. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est celle-ci. Merci. Donc, je ne vais pas revenir sur la phase d'orientation, diagnostic partagé qui a été développée. Sur l'accompagnement individualisé et intensif, on a eu la possibilité au niveau du département de l'Aveyron de lancer un appel à projet qui nous a permis de diversifier les offres d'accompagnement, notamment sur le volet mobilité qui est quand même prégnant sur ces territoires ruraux et les difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi et particulièrement les BRSA sont relativement importantes. Donc, cet appel à projet nous a permis, parmi les axes, de développer le volet mobilité. Le volet santé est aussi un axe très, très important, mais peut-être M. Paul y reviendra tout à l'heure. L'appréhension de l'accompagnement est difficile en termes de mobilisation de réponse. Sur le volet entreprise, donc France Travail a permis l'organisation en novembre 2023 d'un lab qui nous a permis de travailler sur des réponses concertées, tant au niveau de la mobilisation des différents acteurs que de la mobilisation des entreprises au travers notamment de la mobilisation, le club des entreprises s'engage pour aller rechercher des entreprises permettant de travailler sur la présentation des métiers, mais également sur la possibilité de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Donc ça, c'est des axes qui nous ont permis aussi de prendre de l'avance aujourd'hui sur toute la démarche équité dans l'ensemble de sa composante, à la fois travail sur les parcours. Alors, veuillez m'excuser, vous buguez un peu. Je vais couper votre caméra en espérant que qu'on vous entende mieux.
Alors, votre son est coupé. On ne vous entend plus. Votre micro est coupé. On n'a pas coupé, non. Voilà, on Non, vous entend non. à nouveau. Ben, je ne sais pas, il s'est coupé tout seul, le son, je ne comprends pas. On n'a pas. Bon, c'est pas grave. Sur le volet, on était sur le volet outils numériques partagés. C'est le point qui est, au niveau de l'expérimentation, a été le plus délicat, qui devrait aujourd'hui se résorber, puisqu'on va aller vers le système suivi de parcours, sachant qu'on était au tout départ parti sur carnet de bord qui a été abandonné en cours de route. Voilà pour l'essentiel de ce que je pourrais vous dire. Un pilotage. Au niveau de la gouvernance, donc c'est vrai qu'on a institué au niveau de chaque territoire un comité technique qui a permis de poser les problèmes, de se dire les choses, d'avancer, d'essayer de trouver des solutions. Et au niveau départemental, donc il y a eu un comité de pilotage qui a été coprésidé par le département, le président du conseil départemental et donc le préfet pour faire des points réguliers sur l'avancée de cette expérimentation qui s'est déroulée en plusieurs étapes, hein, puisqu'on a commencé déjà en 2023 à travailler sur les flux entrants dans le RSA pour progressivement apporter une orientation, un diagnostic, un accompagnement à l'ensemble des bénéficiaires du RSA sur le territoire de Casseville-Villefranche. Et puis depuis septembre 2024, sur le territoire du Sud-Aveyron, donc, où cette action continue à se développer. C'est bon, vous nous... On vous entend, ne vous en faites pas. C'est bon, voilà. Si vous avez des questions, sinon on laissera la parole. Alors, il y a quelques questions qui va qui plus vous de- sont adressées, notamment Très bien. en termes de résultats de l'expérimentation. On va y revenir après dans les diapositives qui suivent. Je pense que M. le Très contrôle bien. aura l'occasion d'apporter les éléments statistiques sur ce point-là. On va peut-être dans ce cas laisser Monsieur Paul présenter ces éléments et on reviendra sur les questions par la suite. OK. Très bien. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Laurent Paul, moi, directeur départemental de France Travail. Je vais venir apporter des éléments peut-être complémentaires, plus opérationnels avec Aurélie Ménager du département de l'Aveyron, au regard des 5 piliers qui vous ont été présentés. Pour vous dire que sur le volet diagnostic, donc on a un recul maintenant de l'expérimentation d'un peu plus de 18 mois, avec une période de travail sur 2023, vraiment, enfin, nous qu'on appelle d'acculturation de nos équipes sur le travailler ensemble, sur les contraintes réciproques, également sur la façon dont on pouvait mettre en place ce diagnostic de façon à ce qu'il soit le plus opérant et le plus fiable possible pour pouvoir engager derrière le bon parcours d'accompagnement et notamment ce qu'on évoquait autour de l'intensification des durées d'accompagnement et de 15 heures. Donc ce travail il nous a permis de mettre en place un référentiel de diagnostic qui prenait en compte à la fois les éléments d'employabilité et de proximité à l'emploi des personnes, mais également tout ce qu'on appelle autour des contraintes personnelles qui relèvent des freins directs à l'emploi que peuvent rencontrer les personnes sur différentes dimensions. La mobilité a été évoquée, effectivement aussi la santé, d'autres sujets autour de la garde d'enfants, des problématiques financières, etc. Voilà. Donc, comment on a travaillé? C'est le slide suivant. On a identifié, une fois qu'on était au clair sur le diagnostic, ce qu'on allait mettre dans l'accompagnement intensif et la façon dont on allait se le coordonner entre les différents opérateurs de l'emploi. Donc, il y a trois grandes dimensions qui sont à prendre en compte dans cet accompagnement intensif, avec des 15 heures d'activité qui restent un objectif de mobilisation, mais qui n'a jamais été pour nous une fin en soi. D'ailleurs, aujourd'hui, après un retour d'expérience, on est plutôt sur des moyennes de mise en remobilisation des personnes autour de 20 heures que de 15 heures, et ça s'est fait tout naturellement en mettant en place les dispositifs que vous avez à l'écran, c'est-à-dire qu'on a convenu
d'un contrat d'engagement signé entre l'opérateur d'accompagnement, qu'il soit département, mission locale, Cap Emploi ou France Travail. On a convenu également de rendez-vous et de rencontres régulières avec le référent d'accompagnement, le référent unique, sur une moyenne de 15 jours à minima. Ça pouvait être plus en fonction des besoins des personnes. Qu'on a intégré également dans l'intensité de parcours, c'est toutes les activités d'accompagnement direct ou indirect qui étaient mobilisables pour l'accompagnement de ces personnes, que ce soit des accompagnements assurés par des partenaires ou des prestataires, hein, notamment sur l'insertion par l'activité économique, ce qui pouvait exister déjà au niveau du département dans le cadre de la garantie d'activité, sur la création d'entreprises, sur le placement à l'emploi, des associations également qui ont été mobilisées, tous les OF pour lesquels on avait des dispositifs de financement en lien avec le projet qu'on accompagnait des personnes, donc la formation professionnelle a été mobilisée également. Des heures également d'activité en entreprise, souvent préalable avec une période d'immersion qui permettait de confirmer ensuite un projet professionnel et bien évidemment des contrats de travail. Tout le volet également plus personnel, lié aux contraintes personnelles, donc les démarches administratives, les prises en compte de problématiques de soins et de gestion de ces soins ont été prises en compte, tout ce qui relevait également du champ social. Ce qui fait que sur les parcours, on était vraiment dans une logique de parcours d'accompagnement progressif qui a été adapté en fonction des personnes et de leur volume, je vais le dire comme ça, de contraintes à lever. Donc, on a été parfois sur des contrats d'accompagnement très courts, hein, de 2-3 semaines, et pour d'autres, pratiquement 1 an, en fonction des problématiques à gérer. Voilà. Ce qui est bien important de comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup d'incohérences qui ont été portées au démarrage de l'accompagnement. Les 15 heures d'activité, ce n'est pas 15 heures de travail, mais c'est bien 15 heures qui sont destinées à l'accompagnement des personnes pour lever l'ensemble des contraintes et des difficultés qu'ils rencontrent. Sur la page suivante, vous avez la façon dont c'est réparti l'accompagnement sur les différents parcours. Donc, près de 2000 personnes hein, aujourd'hui qui sont rentrées dans ces parcours d'accompagnement. 45-46% sont rentrés sur des parcours qu'on appelle emploi, plutôt confiés à France Travail en grande majorité, mais aussi aux prestataires du département. Donc là, on a les personnes qui sont le plus proches en fait de l'emploi. 45-46% également sur des parcours d'accompagnement sociaux. Donc là, les personnes qui sont le plus éloignées avec de fortes contraintes personnelles à traiter. Et donc là, suivi par le département ou ses délégataires. Et puis, l'entre-deux, qui sont les parcours d'accompagnement socio-professionnel, donc des personnes qui ne sont pas très éloignées de l'emploi, mais pour lesquelles il y a quand même au moins une difficulté personnelle à traiter. Donc, ces personnes-là étaient traitées et suivies au titre de l'accompagnement global de France Travail. Aujourd'hui, on est toujours sur ces dimensions-là. Hein, l'expérience maintenant permet de nous démontrer que ces repères restent identiques, y compris en phase de généralisation. Vous souhaitiez des résultats donc, sur les mises en parcours, c'est sur le slide suivant. Aujourd'hui, on peut afficher des résultats qui sont assez satisfaisants. La feuille de route, je l'évoquerai après. Des résultats qui sont assez satisfaisants sur le slide suivant, qui permettent de démontrer l'efficacité, en fait, de l'accompagnement qui a été mis en place. Et je dois dire que cette efficacité est saluée par l'ensemble des acteurs. Ils sont salués également par les bénéficiaires. Aurélie Ménager y reviendra en suivant. Et aujourd'hui, on peut afficher des taux de résultats à 6 mois de 43% de publics qui ont accédé à l'emploi, tout parcours confondu, et même 60 à 61% de personnes qui ont pu bénéficier d'un retour à l'emploi dans les 12 mois. Ce qui est intéressant, c'est aussi le tableau que vous avez sur la partie droite, hein,
de voir comment se répartit ce pourcentage en fonction du parcours d'accompagnement. Parce que, par exemple, on disait que sur le parcours professionnel, et c'est bien normal, c'est les personnes qui sont le plus proches à l'emploi. Sur les personnes qui sont le plus proches à l'emploi, vous voyez que dans les 6 mois, 63% d'entre elles ont repris une activité et même 73, 75 maintenant des personnes à 12 mois. Voilà. Donc, on est sur une dynamique en fait d'accès à l'emploi qui est quand même assez significative, largement supérieure à ce qui pouvait être connu auparavant lorsqu'on était sur des dispositifs d'accompagnement un petit peu plus généralistes. Pour y arriver, peut-être un complément à apporter, pour pouvoir mettre en place cet accompagnement intensif, obtenir ces résultats, bien évidemment, l'association des entreprises au parcours d'accompagnement a été un facteur majeur, hein, que ce soit les entreprises ou les structures de l'insertion par l'activité économique. On a vraiment voulu être dans une logique de parcours que je vous évoquais tout à l'heure, où en fait, on était sur à la fois de la découverte d'opportunités d'emploi sur le territoire en lien avec les difficultés qu'ils pouvaient connaître, qui ont été évoquées par Isabelle Serre et Sylvie Miquel, mais on voulait également que les orientations professionnelles qu'on propose à ces personnes puissent répondre aux besoins du recrutement du territoire qui reste avec des besoins assez marqués. Donc, en fait, on a aussi travaillé la logique d'accompagnement pour qu'on puisse sortir progressivement ces personnes de la pauvreté par l'accès à l'emploi, mais qu'on puisse également répondre aux besoins de recrutement du territoire qui est un fort enjeu. Peut-être un élément et dernier avant de laisser la parole à Aurélie. Vous voyez, il y a un élément aussi qui est important, c'est la pastille bleu marine que vous avez sur le côté droit. Au bout de 6 mois, l'ensemble des personnes qui sont rentrées, sur l'ensemble des personnes qui sont rentrées en accompagnement intensif, vous noterez que 32% d'entre elles ne percevaient plus le RSA au bout de 6 mois. Voilà. Donc, travail important qui ont été faits et je dois vraiment le dire, voilà, ce travail a été fait en synergie avec tous les opérateurs et le fait qu'on soit sur des dimensions d'accompagnement avec 50 demandeurs d'emploi en portefeuille maximum nous a permis de mettre cette logique d'intensité de parcours en place assez rapidement, en fait, dès le mois de juin 2023. Aurélie, je vous laisse prendre le relais. Très bien, merci. Je vais prendre le relais sur quelques chiffres également, sur la diapo suivante, qui présente l'évolution du nombre de bénéficiaires du RSA sur le territoire de l'expérimentation. Donc, ce qu'on peut en dire, en fait, c'est que globalement, on observe une diminution du nombre de bénéficiaires du RSA entre l'année 2023 et l'année 2024. Sur la répartition, donc ça vient d'être dit, en fait, la répartition entre les orientations emploi, socio-pro ou social, c'est resté similaire, on va dire, avec peut-être une petite augmentation quand même sur les orientations emploi. Et ce que ce tableau met en évidence, c'est que sur les bénéficiaires du RSA, on pourrait dire, parce que on a encore peu de recul, mais il semblerait que l'accompagnement intensif ait vraiment un impact sur les bénéficiaires du RSA entrant dans le dispositif et qui sont pris en charge rapidement et auxquels on propose un accompagnement intensif d'entrée de jeu. Et inversement, en fait, c'est peut-être moins évident pour les bénéficiaires du RSA qui sont dans le dispositif depuis plus longtemps, peut-être parce qu'il faut s'acclimater à ce nouveau dispositif. Et puis, évidemment, comme on sort plus rapidement les bénéficiaires du RSA nouveaux entrants, ça vient augmenter le ratio de ces bénéficiaires qui sont depuis plus longtemps dans le dispositif. Ce dispositif d'accompagnement intensif, je vais essayer de le développer rapidement, mais dans les diapos suivantes, c'était vraiment le cœur quand même de cette expérimentation. Peut-être sur les conclusions, on reviendra après. C'est peut-être plus intéressant d'avoir la conclusion. Je pense qu'il y a eu un décalage dans les diapos. Je pense qu'après les conclusions, on doit retrouver le fil des diapos comme nous, on l'avait. Voilà, merci. Donc, sur cet accompagnement intensif, justement, on a vu qu'il fallait tendre vers 15 heures d'activité. Au moment du démarrage de l'expérimentation, on s'est dit quand même, ça va être beaucoup, comment on va pouvoir formaliser tout ça. Donc, ça a été important de se dire, mutualisons ce qu'on a déjà.
Donc, ça a été évident du côté du département et du côté de France Travail également. Donc, l'offre de France Travail et du département a été mutualisée de suite. C'est-à-dire que, mettons, des bénéficiaires du RSA qui étaient orientés social, le département pouvait très bien faire une prescription vers les ateliers de France Travail. Et inversement, les bénéficiaires du RSA qui étaient orientés emploi pouvaient très bien aussi participer à des ateliers qui étaient formalisés par le département. Donc au niveau de la prescription, c'est une méthode un petit peu artisanale, on va dire pour l'instant. Entre nous, on s'est fait connaître nos offres et la prescription se fait principalement par téléphone. Nous, département, la prescription se fait via rendez-vous solidarité. Mais on espère améliorer ce volet-là, en fait, et on y travaille déjà pour que toute l'offre apparaisse, en fait, dans le logiciel Dora et qu'on puisse faire aussi directement la prescription via Dora. Donc là, c'est un des volets, justement, de cet accompagnement intensif. Voilà, ceci dit, pour faire 15 heures d'activité, ça ne suffit pas forcément. En fait, sur la diapo suivante, on va voir qu'on a cherché à développer encore cet accompagnement. C'était important, en fait, pour faire des parcours cohérents auprès des bénéficiaires du RSA. Voilà, qu'on ne prescrive pas pour prescrire, mais qu'on prescrive des ateliers et un accompagnement qui soit proche de leurs besoins. Donc, on a souhaité vraiment développer ce volet atelier collectif. Et c'est important aussi pour les professionnels accompagnateurs, eux aussi, en fait, ils veulent pouvoir proposer des parcours cohérents auprès des personnes qu'ils accompagnent, en fait, quoi. Donc, sur ce volet, justement, atelier collectif au niveau du département, avec l'équipe dédiée à l'insertion qui a été constituée, en fait, cette équipe a travaillé à développer des ateliers collectifs pertinents qui correspondent aux besoins du territoire. Donc certes, on n'est pas parti de rien, ça a été dit tout à l'heure, on avait déjà des ateliers qui avaient été initiés dans le cadre du SPIE, c'est ceux qui sont notés dans le tableau, mais depuis, en fait, ces ateliers collectifs ont été largement développés et on a compté avec ma collègue avant de faire la visio, en fait, l'équipe insertion du département est en capacité aujourd'hui de proposer 38 ateliers collectifs auprès des bénéficiaires du RSA pour coller au mieux, en fait, aux besoins. Ceci dit, quand on a commencé l'expérimentation, voilà, vraiment les 15 heures, ça nous paraissait vraiment un cap important. Et puis on savait aussi qu'on ne pouvait pas le faire sans les professionnels locaux, oui, qui étaient déjà professionnels de l'accompagnement. Donc avec la dotation financière de l'État, on a fait paraître un appel à projet. On l'a fait pas trop cadrant volontairement pour que les partenaires locaux puissent aient envie de répondre et surtout proposent des choses un peu innovantes ou un peu nouvelles, voilà, qui puissent s'exprimer via cet appel à projet. Et donc, c'est la partie en verte sur le tableau. Donc, c'est toutes les thématiques auxquelles on a pu répondre via cet appel à projet. C'est des ateliers qu'on formalisait, voilà, les partenaires locaux pour, pareil, coller au plus proche des besoins des bénéficiaires du RSA et faire, encore une fois, des parcours cohérents. Il y avait aussi un volet forum de l'emploi. Donc, on a très régulièrement des forums de l'emploi. Et donc, on a souhaité à ce que les bénéficiaires puissent participer à ces forums de l'emploi. Donc y compris pour les plus éloignés de l'emploi, les orientés sociaux. Voilà, c'était un pas vers. Ça permettait aussi de rencontrer du monde sur les forums de l'emploi en faisant en sorte qu'ils retrouvent leurs référents. Et donc, ces participations au forum de l'emploi, n'importe à quel niveau, je dirais, étaient comptabilisées aussi dans l'activité du bénéficiaire. Madame Ménager, je suis Yves Jarlan de l'ADI et j'ai le mauvais rôle de gérer le temps. Nous sommes légèrement en retard. Très bien, alors j'accélère. La diapo suivante, en fait, peut-être pour faire la transition, c'est de dire que cet appel à projet, c'était dans le cadre de l'expérimentation, donc il s'est arrêté au 31 décembre 2024 avec l'arrêt de l'expérimentation. Il nous a permis d'identifier quand même des problématiques vraiment capitales pour le département de l'Aveyron, à savoir la mobilité. Et voilà, et puis d'autres thématiques sur lesquelles on était déjà présent, mais qu'on souhaite vivement continuer, comme la lutte contre l'illettrisme, le volet travailleurs indépendants aussi qu'on a pu mettre en évidence dans l'expérimentation et le volet santé mentale.
Et donc, même si on n'a plus la projet, on va essayer de continuer à investir ces thématiques, principalement via la convention emploi et insertion, et aussi via le pacte des solidarités. Voilà, pour continuer justement à proposer un panel d'offres auprès des bénéficiaires du RSA. Voilà pour les diapos. On peut peut-être revenir quand même rapidement sur la diapo qu'on avait vue auparavant sur les conclusions de l'évaluation qualitative. C'est intéressant de donner quelques éléments. Je vous repasse la parole, Laurent. Oui, merci beaucoup Aurélie. Bon, très rapidement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour dire qu'effectivement, il y a un bon niveau de satisfaction sur cette expérimentation, mais l'important, c'est que l'expression, c'est le slide juste après, puisse être exprimée par les bénéficiaires eux-mêmes et plutôt sondée par un organisme extérieur. Donc, c'est ce qui a été fait au niveau national. On a des niveaux de satisfaction qui sont très, très bons, puisqu'on a sur le département de l'Aveyron 92% qui est affiché, avec vraiment des verbatims. Alors, je vous donne les mots des conseillers eux-mêmes qui étaient sur ces accompagnements, des verbatims assez touchantes de personnes qui nous ont vraiment exprimé leur satisfaction. Au-delà de toute l'offre de service, de la mobilisation, c'est le fait qu'on ait pu s'occuper d'eux, les prendre en compte, les considérer, traiter des situations qui ne l'étaient pas forcément auparavant, les resociabiliser pour certains, etc. Voilà. Donc, vraiment, il y a une belle fierté de nos équipes. Je parle pour, pardon, à la fois le département et France Travail, mais une belle fierté des équipes d'avoir pu mettre en place ce parcours d'accompagnement et maintenant, on l'espère, de pouvoir le généraliser sur de nombreux territoires. Voilà. Je vois beaucoup de questions dans le fil de conversation auxquelles on peut répondre, mais je ne sais pas si nous aurons le temps. Voilà. Non, on n'a pas le temps. Nous sommes obligés de passer à la dernière séquence avec Frédéric Leclerc, mais je vous invite, Monsieur Paul et Madame Ménager, si vous le pouvez, à répondre directement sur le chat. Très bien. Merci. Merci pour votre attention. Bonjour, donc nous passons à la dernière séquence sur l'offre de repérage et de remobilisation, communément appelée O2R. Vous pouvez passer à la slide suivante. En fait, il s'agit en fait d'un dispositif qui est prévu par l'article 7 de la loi pour le plein emploi et qui est issu en fait des expérimentations menées ces dernières années dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Et qui permet donc de les capitaliser, d'en tirer le meilleur pour poser une brique pérenne, donc de raccrochage, de repérage, de raccrochage, de remobilisation, pour permettre ensuite au public de bénéficier de l'accompagnement de droit commun du réseau pour l'emploi. Il s'agira d'ailleurs d'acteurs à part entière du réseau pour l'emploi. Donc, on a eu la volonté de répondre aux besoins qui n'étaient pas couverts dans les territoires en termes de repérage, de remobilisation et d'accompagnement. Donc, on sort, en fait, ça a pris la forme d'un appel à projet, mais en fait, on n'est plus dans une logique d'appel à projet sur des courtes durées. On est vraiment sur logique de pérennisation d'un nouveau réseau d'opérateurs associés au réseau public de l'emploi. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, l'objectif, évidemment, de favoriser l'insertion professionnelle des publics, je viens de le dire en fait, des publics éloignés de l'emploi. Et c'est vraiment dans une logique d'articulation. Ça faisait partie des reproches qu'on avait pu faire sur les précédents appels à projets du PIC, d'une mauvaise connexion qui se traduisait finalement par un manque de fluidité, de continuité des parcours entre certains appels à projets du PIC et certains et les opérateurs du service public de l'emploi à l'époque, qui étaient liés parfois à des problèmes d'interconnaissance et tout simplement comment dire, d'orientation imparfaite, on va dire. Vous pouvez passer à la diapo suivante. J'essaye d'aller assez vite puisqu'on s'était donné 12h30. Donc, pour l'Occitanie, je vais aller assez vite parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Vous avez tous entendu parler d'O2R, à mon avis. Donc, nous avons retenu 27 projets en Occitanie. Ça va représenter plus de 3000 parcours par an sur la région.
Et on a programmé, en fait, notre programmation, on l'a faite à partir d'une trajectoire financière qui nous avait été donnée en fin d'année dernière, hein, et qui est donc de plus de 7 millions d'euros pour 2025, et qui donc, avec une perspective qu'on nous a bien donnée de façon pluriannuelle, avec toutes les réserves d'usage qui s'imposent dans la période, mais en tout cas, c'est la trajectoire qui nous a été donnée dès le début et qui n'est pas remise en cause à ce stade, y compris dans les dernières évolutions. Je vous laisse continuer. Donc voilà, on a souhaité vous mettre un petit peu en visibilité les différents types de projets. Alors c'est vraiment très très synthétique, hein, parce qu'en réalité, beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'organismes sont positionnés sur plusieurs types de publics, hein. Pour certains, on a au moins 3-4 types de publics. Mais on a essayé quand même un petit peu pour vous les présenter, en attendant la cartographie qu'on est en train de réaliser, parce que vous aurez une cartographie qui sera prochainement réalisée d'ici une quinzaine de jours, qui permettra de voir sur chaque département quels sont les opérateurs positionnés, avec une fiche descriptive de chaque action, comme on l'avait fait sur CEJJR. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner un premier aperçu. On a donc des projets qui sont à l'échelle vraiment départementale, et puis des projets qui sont à l'échelle interdépartementale. Comme vous le voyez, on a sur les projets qui sont à l'échelle qui sont interdépartementaux, on a beaucoup en fait de projets qui sont de type prépa-apprentissage, qui sont les anciens opérateurs prépa-apprentissage qui sont repositionnés sur O2R et donc plutôt à l'échelle interdépartementale. Donc, des projets à l'échelle départementale, on voit beaucoup concernent les jeunes. Pour certains, il s'agit en fait du prolongement des actions CEJJR. Beaucoup d'actions qui relèvent de la prépa apprentissage, hein, sous le nouveau cahier des charges, mais quand même avec cette logique d'orienter les personnes vers l'apprentissage. Un projet qui se distingue vraiment de tous, hein, et qui se distingue aussi au niveau national, qui vise les seniors, qui est issu d'une expérimentation de l'Aveyron. Décidément, l'Aveyron est une terre d'expérimentation, et c'est issu d'une expérimentation en Aveyron avec l'AFPA qui date déjà de 2 ans. Et en fait, O2R a permis de donner une autre dimension, puisqu'en fait, l'offre de l'AFPA va s'étendre sur 7 départements à ce stade. Un projet plus spécifique, femmes sur le public primo-arrivant, Forum Réfugiés dans le 34. Je le dis, ce n'est pas que Forum Réfugiés qui travaillera avec une attention particulière sur l'insertion socio-professionnelle des femmes ni des étrangers. C'est vraiment juste qu'on a voulu faire apparaître et catégoriser peut-être à outrance les différents types de projets. Des projets qui visent plus spécifiquement les personnes en situation de handicap, Ariège, en Haute-Garonne, dans l'Hérault. Et puis des projets vraiment colorés QPV. Alors là, on en a identifié 3, mais en réalité, beaucoup des projets, y compris ceux qu'on a plutôt mis là sous l'angle jeune, vont viser le public QPV. Et puis pour notre région aussi, c'est important de ne pas négliger aussi les zones rurales. Donc on a aussi des projets qui ciblent plutôt les zones rurales avec la page en Ariège et puis aussi le réseau des maisons des familles rurales au niveau régional. Et puis en catégorie autre, parce qu'on a vraiment une pluralité de public, mais en fait on est plutôt sur les personnes sans domicile, mais pas que, on a le groupe SOS dans l'Aude. Donc on a vraiment voulu couvrir l'ensemble du périmètre régional, soit on a des projets départementaux, soit par des projets interdépartementaux. Donc sur tous les départements, il y aura une offre O2R, et on a essayé de couvrir l'ensemble des publics, sachant que de toute façon, ça, c'est un point de départ, que l'idée, c'est d'installer un réseau, et puis de lui permettre de se développer, de se pérenniser. En tout cas, on change vraiment de la logique d'appel à projet et on est dans une logique de pérennisation, ce qui répondait vraiment à une revendication même des organismes qui ont de la ressource RH, hein, derrière ces actions. Et avec toute la difficulté sur la ressource RH d'aller d'appel à projet en appel en projet sans pouvoir inscrire les salariés, les conseillers, les intervenants dans une perspective plus durable avec un emploi notamment à durée indéterminée.
On peut passer à la slide suivante. On a souhaité évoquer rapidement quand même les parcours, même si je pense que vous en avez entendu parler. Donc, on serait sur des parcours d'une durée plutôt de 6 à 9 mois, qui peuvent être prolongeables jusqu'à 12 mois. La finalité, c'est évidemment le retour à l'emploi, l'accès à une formation, l'intégration dans un dispositif de droit commun. Ça, c'est le point commun hein, sur le cahier des charges, même s'il peut y avoir des spécificités selon les publics. Important pour la réussite du parcours, ça c'est plutôt sur la slide suivante, et c'est dans la même logique que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'en contrepartie de l'engagement des personnes dans un parcours de remobilisation, on leur permet de vivre pendant ce temps-là. Alors, il ne s'agira que de la rémunération mensuelle pour les bénéficiaires de la formation professionnelle. Ils seront payés par l'ASP. Mais c'est la prise en compte et c'est vraiment la logique globale que vous avez retrouvée sur les différentes interventions, c'est-à-dire finalement un engagement dans un parcours avec une logique d'intensité de parcours et en contrepartie, pour pouvoir tenir et réussir son parcours, une indemnisation minimale qui est vraiment une condition de réussite. Et ça aussi, ça fait partie des expériences qu'on a pu tirer des précédents appels à projets du PIC. Voilà, j'ai à peu près essayé de tenir le timing. Je sais pas s'il y a des Merci questions. beaucoup, Monsieur Leclerc. 2 minutes de retard pour un sujet aussi vaste et 10 intervenants experts sur le sujet. Un grand merci aux intervenants. Un mot de transition de Claire Carrel, de FACE 31, et le mot de conclusion d'Éric Pélisson. Je précise, nous adresserons le support à l'ensemble des inscrits et donc bien évidemment aux participants de ce jour. Merci, merci Yves. Donc, je vais juste conclure rapidement. Je suis Claire Carrel, je suis coordinatrice des groupes de travail et aussi animatrice du groupe de travail emploi et transit et entreprise, excusez-moi. Juste pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous écrire à Yves Jarlan et moi-même sur nos adresses mail qui sont donc sur le support et que je vais vous remettre dans le chat. On prendra en considération ces questions qu'on pourra ensuite diriger vers les personnes concernées. Voilà. Et je voulais juste donc ajouter un petit mot sur le fait qu'effectivement, comme Yves l'a précisé au début du webinaire, d'autres webinaires de ce style seront organisés cette année. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on traite. Voilà, nos messageries sont ouvertes. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et un bon week-end. Merci Claire, merci à tous. Merci les intervenants, merci aux participants également. Un webinaire qui a été dense et nous avons effectivement 90% des participants qui ont été présents jusqu'au bout. Et donc, comme vient de le dire Claire Carrel, n'hésitez pas si vous avez des demandes ou des propositions à nous faire. C'est un travail collectif de mobilisation que nous faisons tous ensemble, à savoir effectivement organiser un certain nombre de webinaires pour permettre à l'ensemble de notre écosystème sur les 4 axes que j'évoquais en introduction de pouvoir échanger de l'information, échanger autour effectivement des actions que nous mettons en œuvre pour une meilleure mobilisation de tous. Merci à tous et puis un bon appétit et une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Je précise à nouveau, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être abordées. J'en suis sincèrement désolée, nous manquons de temps et je suppose que vous avez tous des agendas bien remplis, d'où ma proposition d'en faire une foire à questions qui vous sera adressée avec tous les supports, que ce soit le support de présentation, le lien vers la rediffusion de ce webinaire. Donc voilà, désolé pour ceux qui peuvent être potentiellement frustrés. Les contenus étaient denses, mais merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup aux intervenants pour vos interventions, évidemment. Et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée.